Coiffe-toi donc du chapeau d'or si ça doit l'éblouir. Si tu sais bondir comme un acrobate, fais-le devant elle. Qu'elle crie enfin: ô amant coiffé d'or, amant, au bond d'acrobate, tu dois être à moi. Thomas Park d'Invilliers. Chapitre 1. Dès mon âge le plus tendre et le plus facile à influencer, mon père m'a donné un certain conseil que je n'ai jamais oublié. Chaque fois que tu te prépares à critiquer quelqu'un, m'a-t-il dit, souviens-toi qu'en venant sur Terre, tout le monde n'a pas eu droit aux mêmes avantages que toi. Il n'a rien dit d'autre, mais il existait entre nous une complicité si rare que nous nous comprenions à demi-mot, et j'ai su qu'il sous-entendait beaucoup plus qu'il n'en exprimait. Depuis, je m'efforce de réserver tous mes jugements, habitude qui a conduit vers moi de nombreuses natures singulières et m'a rendu victime de quelques raseurs aguerris. Un esprit fragile décèle très vite ce trait de caractère lorsqu'il se manifeste chez un individu normal et, de lui-même, il vient s'y attacher. Si bien qu'à l'université, on m'a faussement accusé de jouer les éminences grises à des fins personnelles, parce que je connaissais les révoltes les plus secrètes de garçons farouches dont j'ignorais jusqu'au nom. La plupart de ces confidences naissaient d'elles-mêmes. Je faisais souvent semblant de dormir ou de réfléchir profondément, ou j'affectais une frivolité agressive dès que je devinais à quelques signes indiscutables qu'un aveu intime pointait à l'horizon. Car les aveux intimes des jeunes gens, du moins les mots dont ils se servent pour l'exprimer, tiennent le plus souvent du plagiat, tronqué de coupures évidentes. Réserver son jugement est une preuve d'espoir infini. J'ai toujours un peu peur d'être injuste si j'oublie ce que sous-entendait mon père avec un certain snobisme et que je répète avec le même snobisme. Le sens des usages les plus élémentaires n'est pas distribué de façon équitable à la naissance. Après avoir fait un tel étalage de ma tolérance, je suis bien obligé d'avouer qu'elle a des limites. Chacun est libre de fonder son comportement sur le rocher le plus inébranlable ou les sables les plus mouvants. Mais, passé un certain point, je me moque de savoir sur quoi il se fonde. Quand je suis revenu de la côte Est, à l'automne dernier, j'aurais presque souhaité que le monde soit en uniforme et se tienne à jamais dans une sorte de garde-à-vous moral. J'étais saturé de plongées chaotiques et d'aperçus privilégiés à l'intérieur du cœur humain. Seul Gatsby, l'homme qui donne son nom à ce livre, échappait à cette réaction. Gatsby, qui représente pourtant tout ce que je méprise le plus sincèrement. Si la personnalité se traduit par une suite ininterrompue d'actions d'éclat, il devait y avoir en lui quelque chose de magique, une prescience suraiguë des promesses de l'existence, comme s'il était relié à l'une de ces machines ultrasensibles qui détectent la moindre secousse sismique à 10 000 miles de distance. Cette sensibilité n'a rien à voir avec l'émotivité apathique qu'on surnomme pompeusement tempérament créatif. C'était un don prodigieux pour l'espoir, une aptitude romanesque que je n'avais encore rencontrée chez personne et que je ne pense pas rencontrer de nouveau. Non, Gatsby s'est montré parfait jusqu'à la fin. C'est ce dont il était la proie, les remous dégradants qu'entraînait le sillage de ses rêves qui m'ont rendu sourd pour un temps au chagrin mort-né des humains et à leur transport si vite essoufflé. Ma famille occupe une place éminente dans notre ville du Middle West depuis 3 générations. Les Caraway forment une sorte de clan et nous descendons par tradition des ducs de Bucklock. Mais la branche à laquelle j'appartiens descend plus simplement du frère de mon grand-père, qui s'est installé ici en 1851, a pu s'offrir un suppléant pendant la guerre de sécession et a créé cette entreprise de ferronnerie en gros que mon père dirige aujourd'hui. Je n'ai pas connu ce grand-oncle, mais il paraît que je lui ressemble, si l'on en croit du moins le portrait plutôt rébarbatif accroché au-dessus du bureau directorial. Diplômé de Yale en 1904,
siècle jour pour jour après mon père. J'ai très vite été confronté à la tentative avortée d'expansion germanique qu'on appelle la Grande Guerre. J'ai pris un tel plaisir à cette union sacrée contre l'envahisseur qu'à mon retour, je ne tenais plus en place. Le Middle West, que j'avais regardé jusque-là comme le cœur ardent de l'univers, m'évoquait soudain ses confins les plus déshérités. J'ai donc décidé de gagner la côte Est pour y apprendre le métier d'agent de change. Tous les jeunes gens que je connaissais travaillaient chez un agent de change. J'en ai conclu que le marché parviendrait à nourrir un célibataire de plus. Mes oncles et tantes, au grand complet, ont alors discuté du problème, comme s'il s'agissait de choisir le meilleur des collèges, avant d'y mettre un bon pourquoi pas, réticent. Mon père s'est engagé à subvenir à mes besoins pendant un an, et après divers atermoiements, je suis parti pour l'Est, et pour toujours, pensais-je, au printemps de 1922. La sagesse voulait que je prenne une chambre en ville, mais il faisait chaud, il faisait déjà très chaud, et j'arrivais d'une région d'immenses pelouses et de parcs ombragés. Aussi, quand l'un des collègues de l'agence m'a proposé de partager avec lui une maison dans un village de la périphérie, j'ai trouvé l'idée admirable. Il a déniché la maison, un bungalow en carton-pâte, ouvert à tous les vents, pour $80 par mois. Mais au dernier moment, l'agence l'a muté à Washington, et je me suis retrouvé seul à la campagne. J'avais un chien, les premiers jours du mois, car elle m'a traité de fausse compagnie. Une Dodge sans âge et une servante finlandaise qui retapait mon lit, préparait mon petit déjeuner et se marmonnait à elle-même au-dessus du fourneau électrique. Quelques aphorismes finnois. Après 2 ou 3 jours de complète solitude, un homme, plus fraîchement débarqué que moi, m'a arrêté un matin sur la route. Pour aller à West Egg Village, on fait quoi? M'a-t-il demandé d'un air égaré. Je l'ai renseigné. Je suis reparti. Ma solitude était rompue. J'étais devenu un guide, un pionnier, un immigrant ayant droit de cité. Sans le vouloir, il m'avait conféré le statut d'indigène. Alors, grâce au soleil, aux brusques flambées de feuillage qui dévoraient les arbres à la vitesse d'un film en accéléré, j'ai retrouvé cette assurance familière. La vie reprend toujours avec le début de l'été. J'avais tant de livres à lire et tant d'énergie à puiser dans ces effluves de renouveau. J'ai acheté une douzaine d'ouvrages traitant de la banque, du crédit, des placements boursiers. Alignés sur mon étagère dans leur reliure rouge et or, ils ressemblaient à une monnaie flambant neuve, frappée à mon attention pour me permettre d'accéder aux secrets aurifères connus des seuls Midas, Mécène et Morgan. Morgan, je sais pas. Mais j'étais parfaitement décidé à lire d'autres livres. À l'université, j'étais plutôt un littéraire. J'ai même écrit pendant un an quelques éditoriaux définitifs et pontifiants pour le Yale News. Et c'était le moment ou jamais de réveiller ce genre d'intérêt, d'en nourrir mon existence, pour devenir le plus restreint de tous les spécialistes, ce qu'on appelle un homme accompli. Après tout, et ce n'est pas une simple boutade, pour observer la vie sur le meilleur des angles, vaut mieux rester à la même fenêtre. Mieux vaut rester à la même fenêtre. Le hasard seul a fait que je loue une maison dans l'une des communautés les plus atypiques d'Amérique du Nord, située sur cette île étroite et tapageuse qui prolonge New York vers l'est. Elle compte, entre autres curiosités naturelles, 2 excroissances côtières tout à fait insolites, des œufs géants, jumeaux quant à la forme, à peine séparés par une aimable baie, qui sont venus se nicher là, à 20 miles environ de la ville, au bord de ce plan d'eau salé, le plus domestiqué de l'hémisphère occidental, ce grand poulailler détrempé qu'est le détroit de Long Island. Leur ovale laisse à désirer. Ils sont légèrement aplatis à la base, comme dans l'anecdote de Christophe Colomb, mais leur ressemblance physique doit poser de sérieux problèmes aux mouettes qui les survolent. Ce qui frappe en revanche toute créature aptère, c'est que, volume et contour mis à part, ils sont totalement différents. J'habitais au Aztec, le moins huppé des deux. Mais c'est un
saison. Celle de droite était gigantesque à tout point de vue, minutieuse contrefaçon d'un hôtel de ville quelconque de Normandie, flanquée d'une tour d'angle pimpante de jeunesse sous un duvet de lierre trop vif, d'une piscine en marbre et d'au moins 20 hectares de pelouse et jardin. C'était la demeure de Gatsby, ou plutôt, car je ne l'avais pas encore rencontré M. Gatsby à l'époque, la demeure de quelqu'un qui portait ce nom-là. La mienne était une offense pour l'œil, mais si insignifiante qu'on l'avait épargnée, ce qui me donnait droit à une vue sur la mer, à une vue fragmentaire sur la pelouse de mon voisin et à l'entourage rassurant de quelques millionnaires, le tout pour $80 par mois. Sur l'autre rive de notre aimable baie, les façades blanches des palais d'East Egg, l'œuf le plus huppé, scintillaient en bordure de mer. Et l'histoire de cet été-là commence un certain soir où je me suis rendu en voiture, invité à dîner par les Buchanan. Daisy était ma cousine germaine et j'avais connu Tom à l'université. Au retour de la guerre, j'avais passé 2 jours avec eux à Chicago. Entre autres exploits physiques, le mari de Daisy avait été l'un des ailiers les plus athlétiques que Yale ait compté dans une équipe de football, un héros national en quelque sorte, l'un de ces garçons qui atteignent à 21 ans un tel niveau de réussite que tout ce qu'ils font par la suite a un arrière-coup d'échec. Sa famille était fabuleusement riche. À l'université déjà, on lui en voulait d'avoir tant d'argent, et depuis qu'il avait quitté Chicago pour la côte Est, il vivait sur un billet à couper le souffle. Exemple, il avait fait venir de Lake Forest une écurie de poneys dressés pour le polo. Difficile de croire qu'un homme de ma génération ait les moyens de s'offrir ça. Pourquoi la côte Est? Je l'ignorais. Après un an passé en France sans raison précise, ils avaient erré d'un endroit à l'autre, partout où les gens pouvaient être riches ensemble et jouer au polo. Mais on s'est installé pour de bon cette fois, m'avait affirmé Daisy au téléphone. J'en doutais. Si j'ignorais tous les élans du cœur de Daisy, Tom me donnait le sentiment d'un être à la dérive, s'entêtant à chercher, avec un rien de nostalgie, les violences spectaculaires de certaines parties de football impossibles à réinventer. Un soir donc, où le vent était encore chaud, j'ai pris la route d'East Egg pour rendre visite à 2 vieux amis que je ne connaissais pratiquement pas. Leur maison était beaucoup plus raffinée que je ne l'aurais cru, claire et gaie, rouge et blanche, de style néo-géorgien. Elle dominait la baie. La pelouse commençait à hauteur de la plage et grimpait vers l'entrée, en franchissant sur plus d'un quart de mile une série d'obstacles, genre cadran solaire, petits murs de pierre, parterre en feu. Et lorsqu'elle touchait enfin la maison, elle se précipitait contre elle, comme emportée par son élan, et l'éclaboussait d'une vigne vierge rouge sang. Une rangée de porte-fenêtres qu'incendiaient les reflets du soleil et qui s'ouvraient au vent du soir, courait le long de la façade, et, solidement campé sur ses jambes, chaussé de bottes de cavalier, Tom Buchanan se tenait sur la véranda. Il avait bien changé depuis nos années d'étudiant. C'était un homme de 30 ans maintenant, plutôt lourd, le cheveu blond paille, la bouche sèche, l'air hautain. 2 yeux perçants et arrogants lui mangeaient le visage et lui donnaient l'air agressif d'être constamment penché en avant. L'élégance presque féminine de sa tenue de cavalier ne parvenait pas à masquer l'incroyable vigueur de son corps. Les courroies de ses bottes vernies semblaient sur le point de se rompre, et quand il bougeait les épaules, on le voyait rouler, sous sa veste légère, une énorme boule de muscles. C'était un corps capable de la plus extrême violence, un corps de brute. Sa voix au perché, enrouée, revêche, accentuait encore cette impression d'agressivité, s'y mêlait un soupçon de condescendance paternaliste à laquelle ses amis eux-mêmes avaient droit. J'ai connu des garçons à Yale qui le haïssaient pour sa suffisance. Il semblait toujours sous-entendre « Je suis plus fort que vous et nettement plus viril. Ce n'est pas une raison pour être d'accord avec moi dès que je me donne mon avis. » Nous appartenions à la même amicale de 4e année, et sans être intime, j'avais le sentiment qu'il éprouvait pour moi une certaine estime, dont il attendait la réciproque, avec cette arrogance ombrageuse et bourrue qui lui était propre. Nous avons échangé quelques mots au soleil de la véranda. J'ai découvert là un bien bel endroit, m'a-t-il dit en le parcourant
sur les vagues au large. Ça appartenait à Domaine, le roi du pétrole. Nouveau demi-tour, courtois mais impératif. Entrons. Nous avons traversé un hall imposant avant de pénétrer dans une espèce de lumière rose délicatement suspendue au cœur de la maison, entre deux porte-fenêtres qui se faisaient vis-à-vis. Elles étaient entrouvertes et se découpaient en blanc sur le gazon frais, qui ressemblait sur le point d'envahir la pièce. Le vent jouait d'un mur à l'autre, jouait avec les voilages, repoussait l'un vers l'extérieur, tirait l'autre vers l'intérieur, comme deux drapeaux aux couleurs passées, les envoyait vers le plafond, glacé de sucre blanc, comme un gâteau de mariage, puis il cajolait le tapis lit de vin, qui se couvrait du nombre de petites rides, comme la brise en fait courir sur la mer. Le seul objet parfaitement immobile était un immense canapé sur lequel deux jeunes femmes avaient trouvé refuge, comme dans la nacelle d'un ballon captif, vêtues de blanc toutes les deux, et leurs robes flottaient et dansaient sur elles, comme si le vent venait de les leur rendre après les avoir fait voler autour de la maison. Je n'osais pas bouger, assourdi par le claquement de fouet des voilages et le grincement d'un tableau sur le mur. Puis je crus à une explosion. Tom Buchanan venait de fermer l'une des porte-fenêtres, et le vent tomba, pris au piège, et les voilages, le tapis et deux femmes aéronautes se posèrent lentement sur le sol. La plus jeune m'était inconnue, couchée de 12 ongles longs à l'une des extrémités du canapé, dans une immobilité absolue. Elle tenait le menton levé, comme si un objet qui s'y trouvait en équilibre menaçait de tomber. Peut-être m'aperçut-elle du coin de l'œil, mais elle n'en laissa rien paraître, et je me suis surpris à retenir un mot d'excuse pour l'avoir ainsi dérangée. L'autre femme, Daisy, fit un effort pour se lever. Elle redressa la nuque avec un courage évident, puis elle se mit à rire, d'un rire absurde et adorable, et j'ai ri à mon tour en m'avançant vers elle. Je suis paralysée de bonheur. Réflexion très spirituelle sans doute, car elle rit de nouveau et me tint longuement la main, en me regardant dans les yeux pour souligner que, de tous les humains, j'étais celui qu'elle désirait revoir avec le plus d'urgence. C'était sa façon d'être. Puis elle m'informa dans un souffle que la jeune équilibriste se nommait Baker. J'ai entendu dire que Daisy murmurait ainsi pour contraindre les gens à s'incliner vers elle. Pure médisance qui n'enlève rien à son charme. Quoi qu'il en soit, Miss Baker entr'ouvrit le coin d'une lèvre, inclina la tête dans ma direction de façon presque imperceptible et reprit aussitôt son immobilité, l'objet qu'elle tenait en équilibre ayant dû, à son grand effroi, vaciller légèrement. Je me surpris une fois encore à retenir un mot d'excuse. Presque toutes les démonstrations d'autarcie personnelle me laissent désarmé et confus. Je revins vers ma cousine, qui, d'une voix sourde, envoûtante, me posa diverses questions. C'était l'une de ces voix dont l'oreille épouse chaque modulation, car elles improvisent de phrase en phrase une suite d'accords de hasard que personne jamais ne rejouera plus. Son visage était triste et tendre, avec de beaux éclats, l'éclat du regard, l'éclat brûlant des lèvres. Mais on percevait dans sa voix une note d'excitation dont les hommes qui l'ont aimée se souviendront toujours. Une vibration musicale, une exigence impérieuse et chuchotée. Écoutez-moi, écoutez-moi. L'assurance qu'elle venait tout juste de vivre des instants radieux, magiques, et que l'heure suivante lui en réservait d'autres, tout aussi magiques et radieux. Je lui dis qu'avant de gagner la côte Est, j'avais passé une journée à Chicago et qu'une douzaine de personnes m'avaient chargé de lui transmettre leurs amitiés. On me regrette alors, s'écria-t-elle avec ravissement. La ville entière porte le deuil. Toutes les voitures ont la roue arrière gauche peinte en noir, comme autant de couronnes mortuaires, et chaque nuit des plaintes désolées s'élèvent sur la rive nord du lac. Irrésistible, on y retourne, Tom, dès demain, et sans transition. Je veux te montrer ma fille, avec joie. Elle dort, elle a juste 2 ans. Tu ne l'as jamais vue? Non, jamais. Il faut que tu la vois, elle est... Tom, qui faisait les 100 pas dans la pièce, me posa brusquement la main sur l'épaule. Que fais-tu dans la vie, Nick? Je place des actions. Chez qui?
tu restes sur la côte est, tu connaîtras sûrement. Oh, rassure-toi, je reste. Il lança un bref coup d'œil à Daisy et revint vers moi, comme s'il redoutait d'autres réactions. Je serais vraiment fou d'aller vivre ailleurs. Sur quoi Miss Baker aboya un absolument inattendu qui me fit sursauter. C'était le premier mot que je l'entendais prononcer, qui dut la surprendre autant que moi, car elle eut un long bâillement et par une série de torsions brèves et subtiles parvint à se mettre debout. Je suis ankylosée, gémit-elle. Ça doit faire des siècles que je n'ai pas quitté ce canapé. Ne me regarde pas comme ça, protesta Daisy. Je t'ai proposé plusieurs fois d'aller faire un tour à New York. Pas pour moi, merci, dit Miss Baker, en apercevant les 4 cocktails qu'on venait d'apporter de l'office. Je traverse une période d'entraînement intensif. Tom lui lança un regard sceptique. Vous. Il vida son verre d'un trait, comme s'il ne contenait qu'une simple gorgée d'alcool. Je ne comprendrai jamais quand vous obtenez des résultats pareils. Je regardais Miss Baker en me demandant quel genre de résultats elle pouvait obtenir. Je la trouvais très agréable à regarder, longue, mince et la poitrine à peine esquissée, le buste d'autant plus raide qu'elle tendait les épaules en arrière comme un jeune élève officier. Son regard cribleté, gêné par le soleil, croisa le mien avec la même curiosité déférente, et j'eus l'impression d'avoir déjà vu ce visage, en photographie tout au moins. Vous habitez West Egg, me dit-elle avec un soupçon de hauteur. J'y connais quelqu'un. Moi, pour l'instant, personne. Vous devez connaître Gatsby. Gatsby? Quel Gatsby? Demanda Daisy. Au moment où j'allais répondre que nous étions voisins, on annonça le dîner. Tom coinça son bras sur le mien avec autorité et me poussa hors de la pièce comme on pousse un pion sur un damier. Paresseuses, indolentes, leurs mains délicates posées sur les hanches, les 2 jeunes femmes nous précédèrent jusqu'à une véranda que le crépuscule teintait de rose. 4 bougies qui décoraient la table tremblaient au dernier caprice du vent. Pourquoi des bougies? Protesta Daisy, le sourcil froncé, et elle les éteignit du bout des doigts. Nous sommes à 2 semaines du jour le plus long de l'année. Elle eut un sourire ravi. Êtes-vous comme moi à guetter le jour le plus long de l'année pour l'oublier quand il arrive? Moi, je guette le jour le plus long de l'année et quand il arrive, je l'oublie. Essayons de prévoir quelque chose, suggéra Miss Baker, avec un nouveau bâillement, et elle se coula sur sa chaise comme si elle se mettait au lit. Prévoyons, c'est ça, prévoyons, dit Daisy. Elle se tourna vers moi, perplexe. Que prévoient les autres? Sans me laisser le temps de répondre, ses yeux se posèrent avec épouvante sur son petit doigt. Regardez, gémit-elle, je suis blessée. Nous avons regardé. Sa phalange était bleu-noir. C'est toi, Tom, sans le faire exprès, mais c'est toi. Voilà ce qu'on gagne à épouser une brute. Le symbole même du corpulent, du pesant, du lourdeau, du... Tom lui coupa la parole. Je déteste le mot lourdeau, même pour plaisanter. Lourdeau, répéta Daisy. Elle s'isolait parfois avec Miss Baker dans de brefs apartés, des réflexions sans queue ni tête, qu'elle s'interrompait aussitôt sur un ton aussi neutre que le blanc de leur robe, et leur regard impersonnel dénué de toute passion. Elle se trouvait là simplement, elle nous tolérait, Tom et moi, consentait par pure courtoisie à nous parler de loin en loin, ou nous répondre. Elle savait que ce dîner prendrait fin, qu'un peu plus tard, la soirée elle-même prendrait fin, et qu'on pourrait la mettre de côté. C'est à l'opposé de ce qui se passe dans notre Middle West, où, d'étape en étape, on cherche à précipiter la fin d'une soirée dans l'attente toujours déçue de ce qui va suivre, peut-être, ou la peur panique de l'instant présent. Après 2 verres d'un Bordeaux un peu bouchonné, mais grandiose, j'eus l'audace d'avouer, en t'écoutant Daisy, j'ai l'impression d'être un barbare, un paria de la civilisation. Pourquoi ne parles-tu pas de moisson ou de choses de cet ordre? Je croyais cette remarque anodine, mais Tom la saisit au fond d'une façon imprévue, au pont, d'une façon imprévue. La civilisation court à sa ruine, rugit-il avec virulence. Je suis un affreux pessimiste par rapport à ce qui se passe. As-tu lu The Rise of Colored Empires d'un certain Godard? Non, ai-je répondu, stupéfait par son ton de voix. C'est un livre excellent, tout le monde devrait l'avoir lu.
sommes la race dominante, notre devoir est d'interdire aux autres races de prendre le pouvoir. Nous les réduirons en bouillie, murmura Daisy, et elle adressa un féroce clin d'œil au soleil en feu. Allez vivre en Californie, suggéra Miss Baker. Et... Mais Tom, sans l'écouter, se tourna lourdement vers moi. L'idée de base, c'est que nous sommes des gens du Nord. Je suis du Nord, toi aussi, vous aussi. Et après une très brève hésitation, il consentit d'un léger signe de tête à inclure Daisy dans sa liste, et elle m'adressa le même clin d'œil. Tout ce qui fait la civilisation, c'est nous qui l'avons inventé. Les sciences, disons, les arts et le reste. Tu comprends? Cet effort de réflexion avait quelque chose de pathétique, comme si son autosatisfaction, aiguisée par l'âge, avait besoin de nourriture nouvelle. Au même moment, le téléphone sonna à l'intérieur de la maison, et le maître d'hôtel quitta la véranda. Daisy profita de cette brève interruption pour se pencher vers moi. Je vais te révéler un secret de famille, chuchota-t-elle fébrilement, qui concerne le nez de notre maître d'hôtel. Veux-tu savoir ce qui est arrivé à ce nez? Je ne suis venu que pour ça. Eh bien, il n'a pas toujours été maître d'hôtel. Il fourbissait l'argenterie chez les gens de New York, dont le service en argent comptait 200 couverts, ce qui l'obligeait à fourbir du matin au soir. Son nez s'en est trouvé affecté. Les choses allèrent de mal en pis, lui souffla Miss Baker. Exactement, de mal en pis, et il dut rendre son tablier. Le soleil couchant s'attarda un instant sur son visage radieux avec une tendresse romantique. Sa voix était si basse que je dus retenir ma respiration pour l'entendre. Puis le feu s'éteignit. Chaque rayon de lumière se détacha d'elle à regret, comme des enfants au crépuscule quittent la rue où ils s'amusent. Le maître d'hôtel revint et murmura quelques mots à l'oreille de Tom, qui fronça les sourcils, repoussa sa chaise et, sans un mot, disparut à l'intérieur de la maison. Comme si ce départ déchirait quelque chose en elle, Daisy se pencha de nouveau vers moi. Oh, Nick, me dit-elle d'une voix lumineuse, chantante, je suis si heureuse de t'avoir là, à ma table. Tu me fais penser à une rose parfaite, n'est-ce pas vrai? Elle se retourna vers Miss Baker en quête d'approbation. Une rose parfaite. C'était faux, je n'avais rien d'une rose, même de très loin. Elle disait ce qui lui passait par la tête, mais avec une chaleur bouleversante, comme si, à travers ses mots chuchotés frémissants, son cœur essayait de se faire entendre. Puis tout à coup, elle jeta sa serviette sur la table, nous demanda de l'excuser et regagna la maison à son tour. J'échangeai avec Miss Baker un bref regard que nous voulions vide de toute expression. J'ai commencé une phrase lorsqu'elle se dressa sur sa chaise, avec un chut impérieux. Un murmure assourdi, véhément, venait de la pièce voisine, et Miss Baker, sans l'ombre d'un scrupule, se pencha pour écouter. Le murmure devint presque audible, s'interrompit et reprit avec une véhémence accrue et s'éteignit. Je me décidai. Ce monsieur Gatsby dont vous parliez est mon voisin et... Taisez-vous, je veux savoir ce qui se passe. Il se passe quelque chose, demandai-je en toute innocence. Comment? Vous n'êtes pas au courant? Elle paraissait sincèrement stupéfaite. Je croyais que tout le monde était au courant, pas moi. Eh bien... Elle hésita quelques secondes. Tom s'est trouvé quelqu'un d'autre à New York. Trouver quelqu'un d'autre, ai-je répété dans un souffle, qui pourrait avoir l'élégance de ne pas l'appeler à l'heure du dîner, vous ne trouvez pas? Au moment où je comprenais ce qu'elle voulait dire, il y eut un froissement d'étoffe, un crissement de bottes, et Tom et Daisy nous rejoignirent à table. C'est ainsi, on n'y peut rien, s'écria Daisy avec un entrain forcé. Elle s'assit en nous regardant, Miss Baker et moi, d'un œil inquisiteur, et enchaîna. J'admirais le paysage une petite minute. C'était très romantique comme paysage. Il y a un oiseau sur notre pelouse. Je crois que c'est un rossignol qui doit nous arriver d'Europe sur un paquebot de la Cunard ou la White Star Line. Il s'écousillait éperdument. Sa voix devint suave. Romantique, n'est-ce pas, Tom? Très romantique, répondit-il, en se tournant vers moi plutôt mal à l'aise. S'il fait assez jour après le dîner, je te montrerai les écuries. Le téléphone sonna pour la seconde fois avec insistance, mais Daisy secoua brutalement la tête en direction de Tom. Il ne fut plus question d'écurie ni de rien. Les 5 dernières minutes de ce dîner ne m'ont laissé que des fragments de souvenirs. Il me semble qu'on a rallumé les bougies sans raison apparente, et je sais que j'aurais voulu regarder les autres dans les yeux
la sentais si bouleversée que j'ai tenté de la calmer en lui posant quelques questions à propos de sa petite fille. Nick, nous nous connaissons à peine, m'a-t-elle dit brusquement. Nous sommes cousins pourtant. Tu n'es même pas venu à mon mariage. J'étais encore mobilisé, c'est juste. Et après une hésitation, j'ai vécu des moments très difficiles, Nick. Et je suis devenu d'un cynisme absolu par rapport à tout. Elle avait des raisons de l'être, de toute évidence. J'ai attendu, mais voyant qu'elle n'ajoutait rien, je suis revenu avec maladresse vers sa petite fille. Elle parle, j'imagine, elle mange, et tout ça. Oui, oui. Elle me regardait l'air absent. Écoute, Nick, j'ai envie de te répéter ce que j'ai dit à sa naissance. Tu veux savoir ce que j'ai dit? Bien sûr. Tu comprendras mieux mes réactions par rapport à tout. Bon, elle n'avait pas une heure. Tom était Dieu sait où. En me réveillant de l'anesthésie, j'ai eu l'impression que la terre entière m'avait abandonné. J'ai demandé à l'infirmière si c'était une fille ou un garçon. Elle m'a répondu une fille. J'ai tourné la tête et je me suis mise à pleurer. Parfait, et j'ai dit. Je suis contente que ce soit une fille. J'espère qu'elle sera idiote. Pour une fille, c'est la meilleure place à tenir sur terre. C'est une ravissante idiote. Elle poursuivit sur un ton pénétré. De toute façon, je pense que tout est horrible. Tout le monde le pense, les gens les plus évolués. Et je sais, j'ai été partout, j'ai tout fait, j'ai tout vu. Elle regarda autour d'elle avec une insolence hautaine, assez voisine de celle de Tom, et se mit à rire, un rire de mépris inquiétant. Snob, Dieu que je suis snob. Au moment précis où sa voix s'éteignait, sans plus chercher mon attention ni vouloir me convaincre, j'ai su que rien de ce qu'elle avait dit n'était vrai. J'en ai ressenti un profond malaise, comme si la soirée tout entière n'avait été qu'un jeu divisionniste, destiné à me soutenir ma quote-part d'émotions. J'ai attendu, sûr de ne pas me tromper, et lorsqu'elle s'est tournée vers moi, il y avait sur son charmant visage une petite grimace d'ironie, confirmant qu'ils appartenaient, Tom et elle, à une franc-maçonnerie de très haut niveau, où la sélection est impitoyable. À l'intérieur de la maison, les lampes donnaient à la bibliothèque un éclat de fleurs pourpres. Tom et Miss Baker avaient pris place aux deux extrémités de l'immense canapé, et elle lui lisait les Saturday Evening Post. Les mots chuchotés monocordes s'enchaînaient comme une berceuse. Le reflet des lumières, très vives sur les bottes vernies de l'un, plus assourdissant sur la chevelure d'automne de l'autre, glissait le long du magazine chaque fois qu'elle tournait la page, en crispant légèrement les muscles effilés de son bras. Elle leva la main en nous voyant entrer, pour nous imposer un instant de silence. La suite au prochain numéro, dit-elle en reposant le magazine sur la table. D'une brève torsion du genou, elle se redressa et se mit debout. La gentille petite fille doit aller au lit. Jordan dispute le tournoi de golf demain à Westchester, m'expliqua Daisy. Oh, vous êtes Jordan Baker. Je comprenais enfin pourquoi son visage m'était familier. Combien de fois ce regard aimable dédain m'avait-il toisé dans les suppléments sportifs illustrés des journaux d'Asheville, de Hot Springs et de Palm Beach. On m'avait raconté quelque chose à son sujet, une histoire délicate, déplaisante même, mais j'en avais oublié les détails depuis longtemps. Bonsoir, dit-elle à mi-voix. Tu me réveilles à 8 heures, Daisy, sans faute. Si tu promets de te lever. Je promets. Bonsoir, monsieur Carraway. À bientôt, peut-être. À bientôt, sûrement, affirma Daisy. J'ai l'intention de vous marier. Nick, il faut que tu reviennes le plus souvent possible et je m'arrangerai pour. Oh oui, pour me ménager de longs tête-à-tête. Tu sais, vous bouclez par mes gardes dans la buanderie, vous expédiez au large avec le hors-board, enfin, ce genre de choses. Bonsoir, répéta Miss Baker du haut de l'escalier. Je n'ai pas entendu un mot. C'est une fille très sympathique, dit Tom, après un instant de silence. Il ne devrait pas la laisser courir ainsi d'un bout à l'autre du pays. Qui ça est-il demanda Daisy d'un ton sec. Sa famille. Pour toute famille, elle n'a qu'une tante qui doit avoir dans les 1000 ans. D'ailleurs, Nick va s'occuper d'elle. D'accord, Nick. Elle passera presque tous ses week-ends ici avec nous cet été. L'ambiance de cette maison lui fera le plus grand bien, j'en suis sûr. Tom et Daisy se dévisagèrent un moment sans rien dire. Je demandai très vite. Est-elle de New York? De Louisville? Nous y avons partagé nos candides années de jeunesse.
courir sur la véranda, demanda Tom brusquement. Moi, elle me regarda. De quoi vous nous parlez? Je ne sais plus très bien. Terrasse nordique, je crois. C'est ça, oui, je m'en souviens maintenant. Le sujet nous avait passionnés, et c'était la première chose qui. Ne crois pas tout ce qu'on te raconte, Nick, me dit Tom. J'ai répondu sans insister qu'on ne m'avait rien raconté du tout. Et quelques minutes plus tard, je me suis levé pour partir. Ils m'accompagnaient jusqu'à la porte et sont restés immobiles, l'un à côté de l'autre dans un large faisceau de lumière. Attends, s'est écrit Daisy sur un ton péremptoire, alors que j'embrayais. J'oublie de te demander quelque chose, c'est très important. On nous a dit que tu avais une fiancée dans le Middle West. Exact, confirmait Tom en souriant. On nous a dit que tu étais fiancé. Pure calomnie, je suis trop pauvre. On ne l'a pourtant affirmé, insistait Daisy, qui, à ma grande surprise, ressemblait de nouveau à une fleur épanouie. 3 personnes différentes nous l'ont affirmé, c'est donc certainement vrai. Je savais à quoi elle faisait allusion, mais je n'étais ni fiancé ni sur le point de l'être. Mon départ pour la côte Est s'expliquait en partie par des rumeurs qui publiaient déjà dans les bancs de l'école. Dans les bancs, par des rumeurs qui publiaient déjà les bancs à notre place. On ne rompt pas une longue amitié sur de simples rumeurs, mais je refuse d'un autre côté qu'elle me contraigne au mariage. J'étais sensible à l'intérêt que me portaient les Buchanan, qui rendaient leur fortune moins intimidante, mais je me sentais inquiet en reprenant la route et un peu écœuré. Pour moi, Daisy n'avait qu'une chose à faire, prendre sa fille dans ses bras et quitter cette maison. Mais elle n'avait pas l'air d'y songer. Quant à Tom, le fait qu'il ait trouvé quelqu'un d'autre à New York me paraissait beaucoup moins surprenant que de le savoir déprimé par la lecture d'un livre. Quelque chose le poussait à venir grignoter dans les marges des vieux poncifs, comme si l'égotisme engendré par sa vigueur physique ne suffisait plus à combler les exigences de son cœur. On respirait déjà l'été au théâtre, des buvettes et dans les allées des stations-service, où les nouvelles pompes à essence, d'un rouge flamboyant, se dressaient dans des flaques de lumière. J'ai regagné mon domaine de West Egg, rangé ma voiture dans le hangar. Je me suis assis sur un vieux rouleau de jardin qui rouillait dans un coin. Le vent était tombé, libérant les voix de la nuit. Une nuit lumineuse, sonore, des frôlements d'ailes dans les arbres et la note obstinée d'un orgue, comme si le trop-plein de vastes souffleries terrestres animait le cœur des crapauds. La silhouette d'un chat traversait le clair de lune, et, en tournant la tête, j'ai constaté que je n'étais pas seul. À 50 yards de moi environ, un personnage était sorti de l'ombre que dessinait la demeure de mon voisin.